Au matin du 1er décembre 2001, un sans-abri fait une découverte macabre sous le pont de Neuilly, dans le département des Hauts-de-Seine. Le corps de Marie-Agnès Bedeau gît sur les marches d'un escalier, lardé de 12 coups de couteau. Son meurtrier ne lui a laissé aucune chance. Très vite, les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres privilégient la piste d'un prédateur de rue. Mais un témoignage crucial va vite faire basculer l'enquête. Une femme affirme avoir été agressée ce matin-là sur le même pont. L'homme qui l'a abordée lui a tenu des propos obscènes. Devant les policiers, elle l'identifie. Il s'agit de Marc Machin. Y a-t-il un lien entre ces deux événements ? Alors qu'il nie toute implication, le jeune homme de 19 ans, déjà bien connu des services de police, est condamné à perpétuité. Quelle terrible rencontre a coûté la vie à Marie-Agnès Bedeau ce matin-là ? Comment Marc Machin est-il devenu le coupable idéal d'un crime qu'il n'a pas commis ? Bienvenue dans Erreur à la barre, une série énergie qui revient sur les plus grandes erreurs judiciaires. Je suis Fanny Sauveplane. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Marc Machin, condamné dans l'affaire du pont de Neuilly. Pour cet épisode, j'ai rencontré Catherine Fournier, journaliste police-justice pour France Info, qui a notamment couvert cette affaire. « 1er décembre 2001. Neuilly-sur-Seine, commune des Hauts-de-Seine. Il est 9h30. Robert, un sans-abri du quartier, traverse le pont de Neuilly qui relie cette banlieue aisée à La Défense, le quartier d'affaires parisien. Après une nuit d'errance, il emprunte un petit escalier piéton pour se soulager. Mais en descendant les marches, il s'arrête net. Un corps est étendu là. Catherine Fournier, journaliste police-justice pour France Info. La femme gît face contre terre, dans une mare de sang, sur les premières marches de l'escalier de pierre qui descend vers un parc qui se situe au milieu du pont. Le sans-abri court prévenir la police. Les pompiers arrivent sur place, mais il n'y a plus rien à faire. Dans la poche du blouson de cette femme, les enquêteurs découvrent une carte d'identité. Cette femme, c'est Marie-Agnès Bedeau, qui est une assistante de direction, mère de 3 enfants, et qui est âgée de 45 ans. En fait, 2 heures plus tôt, donc autour de 7h30, elle se rendait dans sa salle de sport, quand elle a été, j'imagine, interpellée donc, par un homme. Il faut imaginer ces lieux, en fait, c'est vraiment assez inhospitalier. En plein mois de décembre, c'est situé entre les buildings de La Défense et une voie rapide à double sens. L'autopsie va révéler qu'elle a été lardée de plusieurs coups de couteau et sans doute un couteau à pain. À côté du corps de Marie-Agnès Bedeau, son sac de sport est toujours là. Son téléphone aussi, et ses bijoux sont intacts. Seul son porte-monnaie a disparu. Un vol qui a mal tourné ? Un meurtre gratuit ? A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Ou connaissait-elle son bourreau ? Pour la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres, l'heure tourne. Le crime a eu lieu en plein jour, à 2 pas de Neuilly-sur-Seine, un quartier où vivent des figures de pouvoir et d'argent. À l'époque, son maire n'est autre que Nicolas Sarkozy. Une telle affaire ne peut pas rester irrésolue. Il faut un coupable. Et vite. Premier réflexe des enquêteurs, l'entourage de la victime. Mais la piste d'un proche impliqué est rapidement écartée. Alors, une autre hypothèse prend le dessus. Celle d'un rôdeur. Un prédateur qui frappe au hasard. Mais sans vidéosurveillance, ni arme du crime, ni mobile évident, le dossier s'annonce compliqué. Et pourtant, quelques jours plus tard, un témoignage crucial va tout faire basculer. C'est celui d'une infirmière qui affirme avoir été abordée sur les lieux du crime vers 7h35, donc une heure qui est très proche de la commission des faits, par un individu qui l'a abordée en lui disant une phrase particulièrement obscène. « Excusez-moi madame, est-ce que je peux vous sucer la chatte ?» Donc cette femme prend peur, elle part en courant. Une autre agression, au même endroit, moins de 2 heures avant la découverte du corps de Marie-Agnès Bedeau. Est-ce une coïncidence ? Ces 2 événements ont-ils un lien ?
Le visage de cet homme, cette infirmière ne l'a pas oublié. Elle en donne une description précise. Un grand jeune homme d'environ 25 ans, de type européen, avec des cheveux courts et bruns. Ce matin-là, il portait un blouson aviateur, beige, avec un col en fourrure. Un compte-rendu des premiers éléments de l'enquête et le portrait robot est diffusé dans tous les commissariats. Le 12 décembre, 11 jours après le meurtre, un policier du commissariat de Suresnes, une commune voisine de Neuilly-sur-Seine, se souvient d'une affaire récente, troublante de similarité. Ce qui va aussi interpeller l'un d'entre eux, c'est cette phrase en fait qu'il a prononcée. Ce policier se rappelle avoir interpellé récemment en fait un jeune homme pour une violente agression sexuelle commise quelques mois plus tôt et qui avait prononcé la même phrase. Et il porte un nom étonnant. Il s'appelle Marc Machin, comme son père, qui lui est un policier, qui vit dans le 18e arrondissement de Paris. Cette agression sexuelle est arrivée 2 ans plus tôt, en mars 2000. Alors âgé de 17 ans, Marc Machin repère une quadragénaire dans le train. Il l'aborde avec cette phrase obscène. Évidemment, elle le rejette. Il la suit alors à la sortie, jusqu'à son hall d'immeuble à Suresnes, où il l'agresse. Il prend la fuite lorsqu'un témoin arrive. Il est condamné quelques semaines plus tard à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. En janvier 2001, il récidive en agressant une femme dans le 13e arrondissement de Paris. Et là, étant donné qu'il a commis une agression sexuelle récemment, là, oui, les services de police, ça clignote, comme on dit dans le jargon. Voilà, ils connaissent peut-être pas toute sa vie et tout son parcours, mais c'est un jeune qui a été a priori reconnu par un témoin fiable, qui a commis récemment une agression sexuelle, qui a prononcé la même phrase citée par la témoin, cette phrase salace, et qui coche un peu toutes les cases d'un parcours de délinquance qui s'aggrave de plus en plus. Les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres se concentrent alors sur cette piste. Qui est donc ce Marc Machin ? Marc Machin donc, a une enfance assez dramatique. Il a un frère et une sœur avec un père donc policier, une mère au foyer, mais il assiste à des violences conjugales et il y a notamment un événement particulièrement traumatisant. Sa mère a pris l'arme de service de son père et a voulu lui tirer dessus. Et donc il est placé avec son frère et sa sœur d'abord ensemble dans un foyer. Et puis ils sont ensuite séparés et il va atterrir dans une famille d'accueil à Rambouillet. Voilà, donc ça aurait pu être plutôt un foyer sécurisant, sauf que là, il affirme qu'il est violé en fait par un adolescent qui lui aussi est confié à la famille d'accueil. Donc là, l'ASE réagit et il va finalement être confié à ses grands-parents dans le sud de la France, à Marseillan dans l'Hérault, et ça se passe très bien. Il dit qu'il y passe les plus belles années de sa vie. Lorsqu'il est âgé de 10 ans, sa mère meurt du sida. Puis sa grand-mère, qui se substitue à cette figure maternelle, succombe du cancer peu de temps après. Il retourne alors en région parisienne, où il grandit dans un foyer. Il décroche sur le plan scolaire, il se met à fumer du cannabis, il est violent, du coup il se fait exclure des établissements, du coup il va abandonner ses études en 4e. Et quand l'affaire du pont de Neuilly le rattrape à 19 ans, il est sans emploi, il passe son temps à boire et à fumer de la drogue et il a sombré un peu dans la délinquance. 13 décembre 2001. Les enquêteurs toquent au domicile du père de Marc Machin, dans le 18e arrondissement de Paris. Il vit là avec son père et son petit frère. Marc Machin est clair, il n'a rien fait de grave depuis l'agression du mois de janvier. Pourquoi sont-ils venus ? L'appartement est fouillé à la recherche de l'arme du crime. Mais les enquêteurs font une autre découverte, un blouson aviateur, beige, avec un col en fourrure. Marc Machin, 19 ans, est emmené pour interrogatoire. Dans la salle du 36 quai des Orfèvres, il s'installe face aux enquêteurs. Il ne semble pas inquiet. Après tout, il connaît l'exercice, la police, la garde à vue, la prison, ça ne lui est pas étranger. Que faisait-il le matin du 1er décembre 2001 ? Marc Machin mène une vie décousue. Il raconte que la nuit du 30 novembre au 1er décembre,
Il a bu et fumé toute la nuit avec 2 amis, Gérard et Francky, dans le 18e arrondissement. Il aurait dormi chez Gérard, mais quand la police les contacte, aucun des deux ne peut confirmer cet alibi. Et donc, ils pensent là tenir leur suspect. C'est là qu'ils vont donc faire le tapissage, le présenter derrière une vitre sans teint à l'infirmière, qui pense l'identifier de façon quasi certaine avec ce fameux blouson. Elle en est sûre, c'est bien cet homme qui lui a fait cette proposition obscène, ce jour-là, sur le pont de Neuilly. Marc Machin aurait donc bien été dans les parages le jour du crime. L'étau se resserre. Après une première nuit en garde à vue, les policiers de la brigade criminelle de la Crime lui dévoilent enfin les raisons de son arrestation. Marc Machin est suspecté du meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Le jeune homme tombe des nues. Il dément immédiatement. Il n'a jamais tué personne et il n'était pas sur le pont de Neuilly ce matin-là. Mais les enquêteurs ne le lâchent pas. Dans leur esprit, c'est déjà lui. Sans arme du crime, ni témoin, les enquêteurs manquent de preuves tangibles. Marc Machin est interrogé pendant des heures. Il est habitué aux interrogatoires, il connaît leur technique. Il ne se laisse pas déstabiliser. Après 30 heures de garde à vue, un policier très spécial entre dans la salle d'interrogatoire. Son propre père. Appelé par la Crime, il demande à son fils « C'est toi qui as fait ça ?» Marc est déstabilisé. Il évoque une double personnalité, mais il n'avoue rien. Dehors, la nuit tombe. Il ne reste que 8 heures avant la fin de sa garde à vue. Passé ce délai, faute de preuves, il devrait être relâché. Alors, les enquêteurs jouent leur dernière carte. Jean-Claude Mulès, une figure historique de la Crime. Il reçoit Marc Machin dans son bureau et il va jouer un peu le rôle du good cop, en fait, du bon flic qui va lui prêter un gilet, lui offrir un chocolat chaud, un paquet de cigarettes. Et selon donc Marc Machin, Jean-Claude Mulès lui raconte qu'il pourra plaider en sa faveur pour faire passer ça en homicide involontaire, qu'il pourra sûrement sortir au bout de 5 ans en liberté conditionnelle, qu'il pourra le pistonner pour entrer dans la Légion étrangère, parce que c'est un souhait du jeune homme. Et surtout, il lui parle de son enfance et des viols qu'il dit avoir subis. Il joue un peu sur la corde sensible parce qu'il connaît le parcours donc, de Marc Machin, qui est quand même encore très jeune, 19 ans, peut être encore un peu malléable. Et donc, il craque et il passe aux aveux. Cette nuit de décembre 2001, il raconte avoir bu, fumé, erré dans Boulogne pour regarder des prostituées. Il ne se souvient pas de l'agression, seulement de s'être réveillé sous le pont, à côté d'une femme allongée sur le dos, dans une mare de sang. Il aurait jeté le couteau dans l'eau avant de prendre la fuite. Marc Machin, il a avoué, et en plus il s'excuse en disant « Je suis conscient du mal que j'ai commis », donc la machine s'emballe. Après avoir réitéré ses aveux devant le juge d'instruction, il est écroué à la maison d'arrêt de Nanterre. Septembre 2004. Le procès de l'affaire du pont de Neuilly s'ouvre à Nanterre. Dans le box des accusés, Marc Machin, 22 ans, porte une chemise blanche et un pantalon à pince. Cela fait bientôt 3 ans qu'il est enfermé, mais depuis le 8 janvier 2002, 3 semaines après ses aveux, il s'est rétracté. Il clame son innocence depuis sa cellule. Devant les enfants de Marie-Agnès Bedeau, la cour tente de retracer ses derniers instants. Selon l'accusation, le scénario est tout tracé. Sur le pont de Neuilly, vers 9h du matin, elle croise Marc Machin. Il a erré toute la nuit, bu du whisky, fumé. Une pulsion sexuelle monte en lui. Il se rue sur elle, mais elle se défend, elle le frappe. Alors il la pousse dans les escaliers et la poignarde à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. Le passif de délinquant et d'agresseur sexuel de Marc Machin est exposé. Son caractère violent et impulsif aussi. Ses aveux sont passés en revue, ainsi que le témoignage de l'infirmière qui dit le reconnaître. Il l'aurait agressé sur le pont de Neuilly ce matin-là. Marc Machin, lui,
tente maladroitement de convaincre la cour de son innocence. Les enquêteurs de la crime l'ont manipulé. Il lui aurait fait voir la scène de crime pendant son interrogatoire, en faisant tomber des photos par terre, puis en les posant sur le bureau. Selon son avocat, qui est resté très longtemps à ses côtés, Louis Balingue, Marc Machin décrit un corps sur le dos, comme sur les photos, alors qu'en fait, la victime, elle a été retrouvée sur le ventre et elle a ensuite été retournée. Pour lui, c'est un élément qui vient vraiment étayer la thèse selon laquelle Marc Machin a vu les photos de la scène de crime. Et puis, les analyses ADN. Aucune trace de Marc Machin. Ni sur le corps, ni sur les vêtements, ni sur la scène de crime. Marc Machin était-il vraiment présent sur le pont de Neuilly ce matin-là ? Malgré l'absence de preuves, l'avocat général est convaincu. 18 ans de réclusion criminelle. Et cette peine va être confirmée en appel donc le 30 novembre 2005 avec 12 ans de sûreté en prime. Donc il se pourvoit en cassation, mais son pourvoi est rejeté. Marc Machin rend les armes. Voilà, il pense que c'est plié, quoi. Et pourtant, un autre crime au même endroit, dans des circonstances étrangement similaires, aurait pu ou peut-être du tout remettre en question. Ce crime, il a lieu en mai 2002. À ce moment-là, Marc Machin est déjà en détention provisoire pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Quelles sont les circonstances de ce nouveau meurtre ? Et surtout, a-t-il un lien avec l'affaire ? Finalement, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce sont de nouveaux aveux, en fait, qui vont la faire basculer à 180 degrés. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode. Vous venez d'écouter la première partie de ce 4e épisode de Erreur à la barre. Un podcast original Énergie sur les plus grandes erreurs judiciaires, produit avec Louis Créative. Je suis Fanny Sauveplan et j'ai préparé cet épisode. Martin Venturini l'a réalisé et mixé. Le podcast est disponible sur l'application et le site Énergie, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute.